Tout commence par une entrée ésotérique délimitée par le roc blanc d'un côté et le roc nègre de l'autre. C'est à partir d'ici que nous décidons de pénétrer dans ce pays merveilleux. On voit tout de suite à gauche un roc blanc et à droite un roc noir. Eh bien, j'ai donné un nom. Oh, ça aurait été peut-être plus efficace de mettre un nom chinois ou un nom américain. Pour moi, l'état sophronique et le magnétique, ça a été le sophromagnétique. Alors ça, c'est le roc blanc et le roc nègre. Autrement dit, la route serpente entre le blanc et le noir, la lumière et les ténèbres. Et quand on voit, par exemple, ce livre initiatique qu'est le tarot, dans la lame 18 du tarot, nous avons un petit chemin qui serpente pour aller vers la lune qui surveille de l'autre côté, avec deux gardiens, un chien blanc et un chien blanc. Donc on a vraiment une correspondance entre les deux. Et bien sûr, la lune, c'est un peu ce qui fait apparaître les choses différentes. Avec la clarté de la lune, une silhouette peut paraître monstrueuse. Donc on rentre dans le domaine qui est un domaine où les choses ne sont pas très nettes. Ça c'est vrai ça! Il y a des illusions. Et le symbolisme, c'est ça. I want on a silver platter. What on a silver platter? A ruby, a diamond, a pearl? I want the head of John the Baptist. On a une montagne, c'est le Cardou. Ça, le Cardou, c'est important parce que c'est la traduction du chardon. Et le chardon, c'est l'emblème de l'Écosse. L'Écosse, c'est là où beaucoup de Templiers, dit-on, se sont repliés quand ils ont été pourchassés en France. Et donc, à l'Écosse, il y avait les Templiers qui sont arrivés et un siècle après est né l'écossisme. L'écossisme qui a donné naissance au rituel, on peut dire, écossais rectifié, accepté, etc., qu'on trouve dans pratiquement presque toutes les loges maçonniques. Donc le Cardou est là, et ce Cardou, bien sûr, c'est là qu'il y a la réputation d'avoir des corps qui sont ensevelis, cachés dans le Cardou, et certains, à partir de là, on fait des recherches, ils mettent Marie-Madeleine, Jésus, etc. En somme, on est dans la porte ésotérique de la région. Ça m'est égal que tu sois Jésus ou pas. C'est la résurrection qui sauvera le monde, c'est ce qui importe pour eux. Ce sont des mensonges. On ne sauve pas le monde par le mensonge. J'ai créé une vérité à partir du besoin des gens, de la foi qui les habite. Si je dois être crucifié pour sauver le monde, alors je te crucifierai. Et s'il faut que je te ressuscite, je le ferai aussi, que ça te plaise ou non. Sans perdre une minute, et une fois cette fameuse porte passée, nous avons pris la direction de l'endroit que l'on trouve au-dessus de Rennes-les-Bains et dont le nom prête au frisson. Le fauteuil du diable. Qui l'a façonné? À quoi servait-il? Alors Camina, on est ici devant le fauteuil du diable. Pourquoi on l'appelle le fauteuil du diable? Alors, on l'appelle le fauteuil du diable, je pense, parce qu'à côté, il y a une source ferrugineuse. D'accord. L'alcool, non, mais l'or ferrugineuse, oui. Donc, sachant qu'en Égypte, le fer était un métal maudit, parce que le fer est putréfiable. D'accord. Donc, ça ne pouvait pas être reconnu comme un métal noble, comme l'or ou l'argent. Et tout ce qui se rapporte au fer, c'est toujours rapporté, bien sûr, ce qui se détruit, on peut le comparer à la matière, au corps, hein, et appartient au diable. Voilà. Et là, on l'a appelé, certainement qu'avant, on ne devait pas l'appeler le fauteuil du diable. Chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.
certainement qu'avant, on ne devait pas l'appeler le fauteuil du diable. Moi, je pense que c'était plutôt un lieu celtique, hein, d'initiation celtique. Donc, on ne devait pas lui donner le fauteuil du diable. Donc, on ne devait pas lui donner le fauteuil du diable. Donc, on ne devait pas lui donner le fauteuil du diable. Ça a toujours été là, ce rocher? Ça fait longtemps qu'on l'a découvert? Je sais, avant, c'était recouvert de terre. Ouais, ça, hein, ça fait au moins 40 ou 50 ans qu'on l'a remis à jour. Alors avant, ici, dans ce coin, la nature n'était pas comme ça. Il n'y avait pas tous ces arbres. C'était des espaliers. Et un peu comme des vergers des villes. Hein, des jardins des villes. Des jardins des villes, voilà. Ils venaient, ils avaient des espaliers et ils cultivaient là leurs tomates, tout ce dont ils avaient besoin. On pense que la tomate est arrivée en Espagne entre 1523 et 1535. Pour preuve de tout cela, nous avons un missionnaire espagnol, Bernardino de Sahagún, qui a vécu une grande partie de sa vie dans le Nouveau Monde, en Nouvelle-Espagne plus précisément. Et il nous a livré un témoignage absolument incroyable d'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, où il décrit avec une très grande précision les cultures précolombiennes. Ouais. Et tout ça était recouvert de terre, donc il se foutait pas mal de ce qu'il pouvait y avoir dessous. Hein. Et puis, le temps passant, les vergers ont été abandonnés. Et je pense que c'est à peu près au moment où l'histoire de Rennes-le-Château a commencé à bouger, hein, où là, il y a eu des curieux qui ont commencé à fouiller la région. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé certains lieux. D'abord, moi je me souviens que les premières fois que je venais ici, ce qui est à côté, là, la source ferrugineuse. L'alcool, non, mais l'or à ferrugineuse, oui. On ne la voyait pas. Hein. Il a été sculpté dans un rocher, donc en bas il doit y avoir le roche, ça je peux vous dire, hein, parce qu'on a essayé de faire des idiots un peu. C'était bien. Vous avez essayé de déplacer? Ça fait il y a plus de 20 ans. Ouais. Oh, mais ça n'a pas bougé. Hein, ça n'a pas bougé. C'est nous qui sommes partis écœurés. C'est dit, retenez pas, c'est fort. Donc il a été sculpté. Voilà, le rocher a été sculpté. Et puis, quand on s'assoit dans ce rocher, c'est drôle, mais c'est vraiment un fauteuil. Oui, c'est ça. Ouais. On y est drôlement bien installé. Et le dos. Et le cou. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Et les pieds. Bon, là, je pense qu'il devait y avoir une marche et en dessous une seconde marche où on pouvait tranquillement avoir accès et poser ses pieds pour pouvoir observer le rituel qui allait se passer. Lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Alors justement, à propos de rituels, il y avait des rituels ici, on pense que... Oui, certainement. Avec la source à côté, le demi-cercle, il devait y avoir des rituels celtiques. D'accord. Je pense. On a vu à côté de la source là qu'il y avait encore quelques bougies, donc il y a des gens qui viennent. Aujourd'hui, vous savez, la région, le mystère de la région, la beauté de la région déjà, moi je pense c'est comme un imant. Ça attire les gens justement pas mal mystiques. Et ce qu'on a vu avec les petites bougies, très certainement, enfin, moi-même j'en ai vu, des gens qui viennent habillés en blanc ou pas en blanc, un peu hindou, un peu autre chose, mais qui viennent faire des rituels. D'accord. Ça c'est sûr. Et même des rituels, je pense qu'ils viennent faire des rituels la nuit, quand il n'y a personne. Vous sentez une certaine énergie, vous qui êtes ultra sensible, hyper sensible, ouais. Ah lui, oui. Ouais. Oui. Sinon, et là, et dans d'autres lieux, comme Bugarache, c'est des lieux, c'est pas des lieux ordinaires. C'est des lieux magiques où quand on passe, on ne passe pas par hasard, et quand on y est passé, on a besoin et une envie d'y retourner. Si le diable a son fauteuil à Rennes-les-Bains, c'est peut-être lui qui a décidé de saler une source qui coule depuis des siècles. Je ne peux pas. La Salse, c'est son nom, célèbre dans toute la région et auprès des passionnés de mystère, nous ne voulions pas passer dans la région sans nous y arrêter. Alors Charlie, on est à la source de Salse, la source salée. C'est la source salée, ouais. C'est une source bien sûr qui coule dans le massif du Bugarache
et elle est vraiment salée. Je peux dire, elle est à la mer morte, c'est encore plus salé que l'eau de la mer morte. Ouais. Alors je l'ai goûté, mais c'est vrai qu'elle était très salée. Oui. Alors je suis allé à la source tout en haut, parce qu'en bas elle stagne un peu, hein, bien sûr. Oui. Et alors comment on l'explique ça? C'est parce qu'il y a la Méditerranée qui est pas loin en fait, c'est ça. Mais comment on fait, comment l'eau de la mer monte sur la montagne pour redescendre? Je pense que c'est un problème géologique tout à fait différent. C'est on peut dire un renversement géologiquement de la montagne. L'Espagne s'écarte de la Bretagne en tournant sur elle-même. Un petit golfe de Gascogne se creuse et grandit. L'Espagne devient même une île, isolée dans l'Atlantique en formation. Elle continue à tourner en descendant vers le sud. Une mer peu profonde s'étend du bassin parisien jusqu'au Jura. L'Italie grandit et s'éloigne de l'Afrique. Entre les deux, un bras de mer apparaît. C'est la première esquisse de ce qui deviendra la Méditerranée. Et puis l'Afrique remonte vers le nord, ce qui fait diminuer la Tétis. L'Espagne achève sa rotation et remonte elle aussi vers le nord, où elle entre en collision avec le sud de la France. Les Pyrénées, résultat de cette collision, commencent à se glisser. Pendant ce temps, l'Italie dérive vers le nord-est. La Corse et la Sardaigne se séparent de la France. On n'a pas juste un éloignement, mais on a des phénomènes d'extension avec des phénomènes de décrochement et finalement une déchirure du manteau. Alors la conséquence de cette déchirure du manteau, eh bien, c'est qu'on peut échantillonner du manteau dans les Pyrénées, du manteau qui justement n'a pas subi le métamorphisme hydrothermal qui aurait pu le refroidir, et donc nous n'avons pas des serpentinites, nous avons des roches intactes. Et des roches du manteau. Les géologues estiment que le pic de Bugarache a des roches plus anciennes au sommet que les roches de la base. C'est surréaliste. Ça paraît surréaliste, mais on me l'a expliqué comme étant les nappes qui ont fait les plis des Pyrénées, quand les Pyrénées sont constituées, avec l'autre côté les nappes qui faisaient les Alpes, les montagnes neuves. Et ça a fait un plissement de terrain qui a renversé une partie géologiquement, dont les roches qui étaient en bas sont montées au sommet. On donne à penser que ce n'est que de l'eau salée, et pourtant, c'est bien plus. Cette eau qui jaillit de la salse, ce n'est pas de l'or, pourtant c'est de l'or. C'est un sel alchimique. Rien à cacher, Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. What? Bien plus qu'un sel de formation géologique quelconque, d'une provenance quelconque. C'est une réponse à l'image que le miroir nous offre. Alors Charlie, il y a quelque chose d'assez incroyable. Quand il y a le sel, il y a des cristaux de sel, qui eux ont une faculté d'enregistrement. Christian Chopin, directeur de recherche au CNRS, c'était dans le Figaro. Que nous dit ce spécialiste en minéralogie ? Il explique que le monde minéral est caractérisé par son inertie et qu'à la différence du monde vivant, il ne produit pas spontanément d'énergie, à l'exception des substances radioactives, bien sûr. Donc, dire que les minéraux ont des énergies bénéfiques ou qu'ils émettent des ondes spécifiques, c'est grotesque. Le mot est de lui, mais je le reprends volontiers à mon compte. Il n'y a aucune interaction possible entre les cristaux et le corps humain, certifie le chercheur. On sait aujourd'hui que même si on donne un placebo à quelqu'un en lui disant « c'est un placebo », mais si on assortit ce traitement d'une explication sur ce qu'est l'effet placebo, en lui disant que ça va déclencher certains effets directement dans le cerveau, eh bien on peut avoir un effet positif. Donc je dirais que l'avenir de l'effet placebo, il n'est pas encore écrit, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler, à la fois dans la pratique clinique et dans la recherche clinique. Une faculté d'enregistrement comme tous les cristaux. Tous les cristaux enregistrent, tous les cristaux peuvent nous mettre en contact
avec pratiquement tout l'univers. Quand on a créé la radio, les postes à galène de 1920, c'était un cristal la galène. Et actuellement, quand on a nos modernes appareils qui sont les ordinateurs, etc., c'est quand même un cristal. Le disque dur, c'est un cristal. Donc le cristal conserve la mémoire et... Did you say kryptonite? Yeah. La technique de notre époque, qui n'imite que les cristaux naturels, arrive à conserver la mémoire avec les images, les sons, et à la récupérer. Les scientifiques savent que les sources salées sont sujets aux phénomènes paranormaux, mais nous on l'a vécu réellement puisqu'on a passé une nuit à côté de la source parce qu'on devait s'abriter, qu'il y avait un orage, on avait prévu de dormir ailleurs et on a été obligé de se rapatrier à côté de la petite maison de la source. Et on était 4 personnes, 2 couples, et on n'a pas pu dormir de toute la nuit parce que tout le monde, mais ça on a pu se le dire au petit matin, tout le monde a entendu des voix pendant la nuit. Nous on a entendu de l'allemand. Alors, si on veut extrapoler, et là on est en plein mystère, dans la nature, partout, dans les pierres, dans les roches, il y a des cristaux. Ces cristaux naturels qui ont au moins les qualités des cristaux artificiels, eh bien, ils enregistrent les sons, ils enregistrent tout ce qui est image, et on peut aller plus loin. Je pense que dans certains lieux, ils enregistrent même les vibrations, autrement dit les émotions. Oh, God. Oh. On rentre dans une recherche différente par rapport aux édifices qui sont soi-disant hantés, où il y a des apparitions, des sons, etc. On a l'impression que c'est un phénomène vraiment comme un enregistreur de phénomènes passés ou futurs, mais on entend des voix, on entend de la vie qui sort de la source. Multitemporel. I like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I like to buy the world a Coke and keep it company. Si la technique humaine arrivait à récupérer les informations qui sont dans les vieilles pierres ou dans les roches, il faudrait refaire toute l'histoire. Ça c'est vrai ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la mémoire des murs. Exactement, c'est la mémoire des murs. Hein. Mais si la Salse n'a rien à envier aux marais salins de Camargue, qui ne sont pas bien loin, elle possède en revanche une vraie singularité. Elle est très souvent le théâtre de phénomènes étranges. Alors ici, on est quand même dans le pays du Bugarach. Oui. Y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce Bugarach, et notamment sur le plan ufologique. C'est-à-dire on dit qu'il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis. On peut imaginer que ces cristaux, finalement, ont enregistré tous les passages d'ovnis au-dessus du Bugarach. Il y a des rochers partout, il y a des roches, puisque le Bugarach est un immense bloc calcaire, automatiquement, il y a des cristaux partout, et il est certain qu'il y a tout un lien. Il y a eu beaucoup d'antécédents déjà parmi les anciens, qui eux ont eu des phénomènes que nous n'avons pas vécu ici, et qui en plein jour ont eu des ovnis qui se sont positionnés stationnairement, juste là. On a vu, et de fréquents rapports l'ont attesté officiellement, des objets sillonnant les airs que l'on a baptisés soucoupes volantes. En 1973 et en 76. 1976. Et le même principe, plein de phénomènes, des boules qui sortaient, il y en avait en forme de tout, il y en avait eu un en forme de toupie, un autre en forme plus soucoupe volante classique. The invaders, alien beings from a dying planet. Their destination, the Earth. Their purpose, to make it their world. Classique. Alors, il y a une bâtisse ici, juste au pied de la source. Oui. Voilà. Au départ, c'est Jean de Régny qui était Jean de Régny? Alors, Jean de Régny était un technicien, ingénieur qui vivait au Maroc
Et il avait... Quelque chose d'extrêmement bizarre ici. Oui, que j'ai enregistré à plusieurs endroits d'ailleurs, dans le salon de la maison, et ici, où l'on entend exactement comme si l'on était dans une imprimerie avec des rotatives. Un bruit mécanique, oui. Un bruit mécanique, oui, un bruit de moteur, carrément. Alors, il y a quelques années, des amis qui sont dans les sphères officielles, évidemment, je tairai le nom, vous comprendrez pourquoi, ont amené de leurs amis qui était en Amérique à la NASA. Ils sont venus avec un appareil de détection souterrain. Magnétomètre. Un magnétomètre à protons, mais doublé de VHL. Enfin, il paraît qu'il n'y en avait que 7 dans le monde à l'époque. Et il s'est avéré qu'une fois la cassette passée à l'ordinateur et à l'imprimante, nous avons eu la radiographie du sous-sol. Il se trouve qu'à 25 mètres de profondeur, il y a une coupole métallique, entre guillemets, qui fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large, d'une forme ellipsoïde avec 1 mètre d'épaisseur et 3 mètres de flèche. L'Assemblée législative envoya 2 astronomes, tous 2 membres de cette Académie des sciences, dans des directions opposées afin de mesurer le méridien du monde. Il s'agit de définir une nouvelle unité de mesure de longueur, le mètre, comme la 10 millionième partie du quart de ce méridien. Le premier, Jean-Baptiste Joseph Delambre, fut envoyé au nord de Paris. Le second, Pierre-François-André Méchain, au sud. Alors naturellement, ce n'est pas une construction humaine. Mon Dieu, c'est bien sûr. Des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous. Une base souterraine extraterrestre. Une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres. Et est-ce que c'est en corrélation avec Bucarache? Oui. Seulement, je ne sais pas qui se tient à Bucarache au point de vue extraterrestre. Ceux d'ici, je le sais, ça, ce sont des gars qui viennent d'Orion. Mais quel est leur aspect? C'est un aspect humain. Apparence humaine. Ce sont exactement ceux de la Bible. Ce sont ceux de la Bible. Ceux qu'on appelle les Elohim. Ce qu'on appelle les Elohim, oui. C'est cela. Qu'il n'y avait pas de dieu, que c'était eux qui avaient été pris pour des dieux et que leur nom c'était Elohim, qu'on trouve dans la Bible. Bonsoir, Jean-Denis Saint-Cyr a occupé un des postes les plus importants chez les Raéliens du Québec avant de quitter le mouvement en 1990. Tout s'est interrompu le jour où le gourou lui aurait fait un terrible aveu. Il m'a dit qu'au sujet des extraterrestres, il dit, faut oublier ça. J'ai jamais rencontré d'extraterrestres. Donc, forcément, je peux dire d'emblée que c'est un imposteur. The invaders are here, but they have taken human form. Somehow he must convince a disbelieving world that the nightmare has already begun. The guest stars in tonight's story. Jean de Rény était un technicien, ingénieur qui vivait au Maroc et il avait entendu dire par Bution, Henri Bution, qu'il y avait dans la région beaucoup d'apparitions d'ovnis. N'est-il pas troublant que la maison d'Autriche ait possédé un tableau de Poussin représentant le pillage du temple de Jérusalem par Titus? Cela expliquerait peut-être la seconde version des bergers d'Arcadie structurée par Nicolas Poussin, qui est une synthèse magistrale de l'incroyable présence des 3 trésors, historiquement découverts dans le site vigilant de Rennes-le-Château. C'était facile. Il fallait trouver. Bah oui, mais c'était facile. Il s'intéressait beaucoup aux ovnis. En plus de cela, il avait des capacités médiumniques. Il ressentait beaucoup de choses. Jean de Rény, suite à une rencontre de 3e type, lorsqu'il était dans le sud du Maroc, a rencontré un engin. Et comme il était aviateur, il a tout de suite vu que ce n'était pas un engin connu. Et une rencontre avec des êtres de type humanoïde. Et suite à cela, il a été guidé par son maître spirituel Philippe de Lyon, qui lui a dit de trouver un lieu en France, de trouver une vallée avec une abbaye, un château et une source. Et il est venu ici
Et il a cherché dans le coin, par son côté médiumnique, il a recherché un endroit pour être en contact justement avec des énergies différentes. Et il a trouvé ce lieu ici, qui était un lieu pratiquement semi-abandonné. Et Jean de Régny, ici, a commencé à faire des recherches. Il a bien sûr fait des recherches par rapport aux ovnis, mais il a fait des recherches par rapport au lieu. Et lui qui ressentait beaucoup, il a toujours affirmé qu'il ressentait que dans le Bugarach, dans le massif du Bugarach, il y avait toute une base technique d'une civilisation différente de la nôtre, qu'on peut appeler extraterrestre éventuellement. En rénovant, il y a quelques années, le toit de la maison, notre troisième acolyte, Sylvain, filmait les travaux. Et quelques jours après, il nous appelle, il nous dit « Écoutez, venez à la maison, il faut que je vous fasse voir un truc, j'ai filmé un truc bizarre. » Et grâce à cela, on a découvert qu'en plein jour, avec nos petites caméras, même nos portables, on pouvait filmer les ovnis. Il suffisait de ralentir l'image et à partir de là, on s'est éclaté, ça a été une... What's up? What's up? What's up? What's up? Oh man, we are not alone. Il y a vraiment des apparitions d'ovnis. J'ai vu des films sérieux où on voit quelque chose qui descend et qui rentre dans la terre, donc ça confirmerait Jean de Régny. On a ici des apparitions d'ovnis. Yeah, two big monsters with big green eyes. Why, Monsters? Weren't you afraid? No, ma'am, but they tied me in a big sack. J'ai des amis qui ont pris des photos. On voit sur les photos des cercles, des images bizarres que normalement on ne voit pas, et que la photo révèle. On a fait des études pour savoir si l'appareil n'était pas détraqué ou autre. Donc il y a vraiment un mystère dans le Bugarach, et ce mystère ici, bien sûr, il prend encore plus d'importance avec la source salée. Nous n'étions pas ici depuis 24 heures que nous en avions déjà plein les yeux et les oreilles. Et ça n'allait pas s'arrêter là. Avec tout ce que nous venions d'entendre à propos des ovnis, nous étions excités à l'idée des découvertes à venir. Reprenant notre voiture, nous décidâmes de prendre la direction du village de Bugarach. Rochka, vous êtes voyante. On est ici à l'église de Bugarach parce qu'il y a des vitraux assez particuliers ici. Oui, tout à fait. Ces vitraux représentent les lames du tarot. Ce n'est pas quelque chose de très ancien. Je pense que ça se situe, l'artiste a dû faire ça il y a 25-30 ans, au grand maximum. Mais quand même, c'est intéressant de voir que dans cette région qui est tellement mystérieuse, on arrive à l'église, dans cette église du Bugarach, donc, avec les vitraux qui représentent 3 lames du tarot. Franchement, c'est extraordinaire. On a un certain nombre de vitraux qui ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est que les personnages, les saints, enfin les personnages représentés, n'ont pas de visage. Donc, pour une interrogation. Pas de bras, pas de chocolat. Le tarot, c'est très ésotérique, c'est initiatique, et c'est un livre de symboles. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Nous avons un petit chemin qui serpente pour aller vers la lune qui surveille notre café, avec 2 gardiens, un chien blanc et un chien noir. Donc on a vraiment une correspondance entre les deux. Et chaque lame, le tarot c'est comme une bibliothèque. Ouais. Chaque lame possède des symboles qui nous permettent d'avancer dans la vie. Voilà. Et puis après, on peut s'en servir pour la divination. Mais je vais dire, c'est un plus. On a un vitrail qui est sur la droite, je crois que c'est le premier sur la droite, qui représente un bateau avec une voile et une roue de la fortune. Clin d'œil à Jules Verne, peut-être.
Alors la symbolique de cette roue de fortune, c'est d'arriver à trouver, malgré les aléas de la vie, puisqu'on voit cette barque avec les voiles, donc le vent qui souffle, c'est la vie qui nous pousse, qui nous amène à tenir toujours le gouvernail qui, malgré tout, vous voyez, au-dessus, là, il y a une petite roue et il y a deux petits personnages, un qui tire vers le haut, un qui tire vers le bas. Ce sont tous les aléas de la vie. Et puis on a aussi... qui est en train de monter, la Lune, dans cette dualité entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Et dans cette navigation qui est celle de notre vie, eh ben, il va falloir tenir le gouvernail, tenir le cap, toujours garder son cap, chacun de nous devant tenir le gouvernail de notre vie pour trouver le droit chemin. Alors on est là juste devant le vitrail numéro 2 de cette église qui représente la papesse, je crois, c'est ça? Alors le premier, celui qui va se trouver à notre droite, là, ça représente l'impératrice. Yves Blanc, passe-moi l'éponge. Et de l'autre côté, c'est la papesse. D'accord. Yves Blanc, fais-moi guigui. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi l'artiste a voulu mettre ces deux lames-là. D'un côté, l'impératrice représente le côté féminin, et... Vous n'allez jamais au catéchisme? Le fait de se réaliser dans le domaine de l'éthéré. C'est-à-dire que le corps prend conscience qu'il n'est pas seul, il est habité aussi par une dimension qui lui échappe, dont il doit trouver pour se réaliser. Le deuxième, enfin le troisième, oui, le troisième, oui. C'est celui de la papesse alors. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut dire ce... On retrouve de nouveau une femme, d'accord. Donc la papesse tient dans sa main, on le voit, un livre qui est le livre de la connaissance. Mais je commenterai après autre chose qui est religieux mais qui est très intéressant. Les choses de la vie, quoi. Il annonce... Et gesticule. Donc cette papesse contient le livre de la connaissance, il est à moitié ouvert. D'accord. Derrière elle, il y a le voile d'Isis, elle est à l'entrée du temple. D'accord. Donc il va falloir travailler, passer de l'autre côté du temple pour prendre conscience du domaine de l'éthéré. D'accord. Ça veut dire que nous avons tous en nous un potentiel, une possibilité. Ce livre est à notre disposition. D'accord. Voilà. Il suffit d'aller puiser à l'intérieur de soi et d'y trouver la réponse. D'accord. À savoir toujours que passer derrière le voile d'Isis n'appartient pas aux mortels. D'accord. Parce que ce voile, qui est l'entrée du temple, c'est aussi l'endroit où se reflètent nos illusions.
Donc il faut toujours remettre ça en question et ne pas oublier que l'autre côté du voile ne nous appartient pas tout le temps. Il y a d'autres mystères dans cette église ou pas ? Alors il y a l'agneau, vous voyez, là, de chaque côté. D'accord. Là, sur les deux sculptures là. Mais ce qui est important, c'est la symbolique de l'agneau qui dort sur le livre fermé, qui est fermé par 7 sceaux. D'accord. Donc, n'oublions pas que nous avons 7 chakras, ouais. Que ce livre représente le livre de la connaissance, et c'est par la transmutation des énergies et en travaillant sur nos chakras, c'est-à-dire nos centres vitaux, tout le long de la colonne vertébrale, que l'on peut avoir accès au domaine de la connaissance. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Le plus curieux dans tout cela est que tous ces mystères se concentrent autour du mont Bugarash, une magnifique montagne qui serait l'objet de toutes les attentions de la part des extraterrestres. Ici, nous sommes envahis par un sentiment de curiosité profond. Nous aimerions tant voir ce que l'on décrit depuis si longtemps. Si ces êtres venus d'ailleurs ont pris place dans cette montagne et s'en servent comme garage pour leurs vaisseaux, comme certains le disent, la question est pourquoi ? Et depuis combien de temps ? Qu'est-ce qui rend le mont Bugarash si particulier ? On dit que la partie souterraine est plus importante que la partie visible.